Le monde universitaire est lié intrinsèquement au monde de la publication, bien sûr. Puis ce monde-là est en pleine mutation, comme vous le savez, avec l'électronique, évidemment. Mais plus profondément encore que ça, justement, il y a une démocratisation de la science, je dirais, qui se produit actuellement, qui est un peu anarchique, mais c'est sa beauté d'une certaine manière, avec entre autres la blogosphère, parce que il y a des gens maintenant, des chercheurs retraités par exemple, qui n'ont pas d'affiliation au moment où ils écrivent. Ils vont faire des analyses statistiques, des analyses poussées de différentes données et ils les publient maintenant dans des blogs. Parce qu'il y a quand même une espèce de chasse gardée dans les revues traditionnelles scientifiques où ces gens-là n'ont aucune possibilité de publier. Mais on va les lire, les trucs dans les blogs, puis c'est pas parce que c'est pas dans un article scientifique que c'est cave ou quoi que ce soit. C'est juste qu'évidemment, si c'est dans un blog, ben là, il y a mille et un trucs qui s'écrivent, parfois très très mauvais, puis parfois très très bons. Fait qu'il faut filtrer comme lecteur. Hein. Il faut faire ses devoirs. Puis ça, ben, peu importe la manière qu'on retourne le problème, à un moment donné, les gens vont devoir réaliser qu'il faut qu'ils passent des heures à lire et à faire leurs devoirs pour se faire une opinion sur un projet, sur une idée scientifique ou sur quelque idée que ce soit. Il n'y a personne qui peut nous fournir du prêt à apporter au niveau intellectuel. Autrefois, on faisait ça avec les revues scientifiques. On se disait, bon, ça a été révisé donc par des experts, donc j'ai 100% confiance. Puis c'était un mécanisme, à la limite, d'arrêter de penser. Tu sais. Et ça, c'était le côté obscur, je dirais, de la publication scientifique. Ça l'est encore de celle traditionnelle. Quelque chose là-dedans qui me dérange profondément, là, le fait d'arrêter de penser. C'est publié, donc c'est bon. Là, tu sais, puis je trouve qu'on doit combattre ça continuellement. La blogosphère, en tout cas, moi, je prête beaucoup de confiance. C'est comme les preprints des mathématiciens, des physiciens. Eux, ils ont un système un peu parallèle de publication. Avant que ça sorte dans des revues standards, ils vont souvent soumettre des documents sur Internet qui vont être disponibles à tous les autres membres de leur communauté, puis même à la population en général, pour faire avancer les choses, puis leur domaine de recherche, puis il va y avoir des débats là-dessus. Moi, je rêve de l'article scientifique qui serait un endroit précis sur la toile où on peut écrire nos commentaires dessus, comme un article de journal dans le Huffington Post où les gens, n'importe qui peut commenter. Puis quelqu'un qui dit des commentaires stupides, ben, on l'ignore finalement. Il y a des gens des fois qui ont des commentaires très articulés qui sont vraiment intéressants et ça fait avancer. Donc, autrement dit, l'article est comme un pavé dans la mare, puis ensuite, ben, les gens élaborent là-dessus. Puis, les articles scientifiques devraient tous devenir comme ça, quand on a un mélange, je dirais, d'objectivité et de subjectivité dans le domaine de la forêt qui m'intéresse beaucoup, en fait, comme sujet de réflexion, de voir où la science commence et où elle arrête là-dedans. Puis c'est vrai pour bien des domaines de recherche, hein? En fait, tous les domaines de recherche. Les sciences appliquées, ce que j'ai découvert, c'était une révélation pour moi d'arriver dans une faculté de sciences appliquées, c'est que, justement, il y a une couleur politique à beaucoup de choses qu'on fait. Elles sont appliquées dans ce sens-là aussi, les sciences qu'on fait. Et du coup, ça ouvre la porte à plein de jugements, de valeurs et d'interprétations et ainsi de suite. Donc, ça devient un énorme casse-tête qui est vraiment intéressant, je dirais, à analyser là, comme intellectuel autant que comme scientifique. C'est bon parce qu'aujourd'hui, je voyais passer un papier qui a été rapporté dans l'actualité, mais qui disait que beaucoup des recherches en sciences appliquées, je pense que c'était un pourcentage assez effarant, n'étaient pas reproductibles. C'est-à-dire que les résultats, si on refaisait avec la même méthodologie, on n'arrivait pas du tout au même résultat que ce qui avait été publié. Absolument. Et je dirais qu'il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de malhonnêteté, il y a un peu d'incompétence, puis il y a un peu de la simple complexité des problèmes auxquels on est confronté. En écologie, par exemple, je peux trouver un résultat quelconque d'une étude de 3 ans. Quelqu'un peut essayer de la répliquer, mais du coup, va la répliquer sur 3 autres années. Or, les variations temporelles sont énormes dans le système. Donc, lui ou elle peut arriver à un autre résultat complètement, simplement du fait que le système a changé. Le système n'est jamais le même. Contrairement à une expérience en laboratoire où on peut reproduire exactement ce qui a été fait il y a 50 ans, par exemple, dans un cube ou je ne sais quoi encore. Là. Mais la nature évolue constamment. Donc, le fait qu'un résultat ne soit pas reproduisible ne veut pas dire que le résultat précédent était faux. Il veut simplement dire peut-être que le résultat précédent avait une portée très limitée dans le temps.